Bonsoir, bonsoir et bienvenue, merci d'être avec nous. Il est 18h30, on est ensemble, on est en direct sur Boursorama dans un décor un petit peu différent pour lancer ce webinaire, cette webconférence, pour fêter un anniversaire, pour souffler les bougies sur le gâteau des 10 ans du CEFP. Ces 4 lettres de CEFP, elles signifient compte d'épargne financière pilotée, un produit qui s'adresse à vous, nos clients désireux de bénéficier de la dynamique des marchés boursiers, simplement en vous appuyant sur l'expertise de Odo BHF Asset Management, qui n'est autre, eh bien oui, que le leader indépendant de la gestion d'actifs en Europe. Alors, pour connaître le CEFP dans le détail, son fonctionnement, ses profils, ses frais, ses performances, eh bien, je vais aller retrouver nos experts sur le plateau. Suivez-moi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Laurent. Et je retrouve à ma droite Arthur Tondou, gérant allocataire chez Odo BHF Asset Management. Vous le connaissez déjà si vous regardez les points trimestriels qu'on fait sur le CEFP. Bonsoir Arthur. Bonsoir Laurent. Et puis est-il besoin de le présenter? Je sais, je la fais à chaque fois. On retrouve notre expert bourse maison, Andrea Damiano, chef de produit bourse chez Boursorama. Bonsoir Andrea. Bonsoir Laurent. Alors, comme à chaque fois, ce moment d'échange est le vôtre. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Nous essayerons de répondre au plus grand nombre. Puis comme d'habitude, on a pris certaines déjà qui ont été posées au moment de l'inscription. Et puis on les a insérés dans la présentation. Alors vous le savez, si vous êtes un fidèle des webinaires Boursorama, on aime bien planter le décor, expliquer le contexte de marché, car c'est lui qui détermine en grande partie la performance des produits boursiers. Et puis Arthur, voilà, on a déjà eu l'occasion de le dire, cette année 2022, elle a bien sûr été compliquée, avec un thème majeur qui ne va pas surprendre les gens qui nous regardent, l'inflation élevée et la façon dont elle a été combattue pied à pied par les banques centrales. Et on parle d'ailleurs au lendemain de la décision de la Fed et le jour même de la décision de la BCE qui a eu lieu à la mi-journée. Effectivement, une très très grosse semaine en termes d'actualité bon timing, économique, absolument. Donc la victoire, est-ce qu'elle est proche? Alors je veux dire, on a fait quand même beaucoup de chemin, mais il en reste encore beaucoup et c'est peut-être des fois les derniers kilomètres les plus longs. Alors, néanmoins, une actualité extrêmement riche, notamment ça a commencé mardi avec les chiffres de l'inflation américaine. Deuxième mois rassurant. Allez, deuxième mois rassurant. Alors, il faut être objectif, on est sur du 7,1% d'inflation. En glissement annuel. En glissement annuel, donc au mois de novembre. Donc, c'est une inflation en termes relatifs qui n'est pas satisfaisante. Mais effectivement, on voit cette trajectoire qui commence à prendre forme et on peut se dire que le pic de l'inflation, on est en train de le passer aux États-Unis. Donc tout ça, c'est grâce à quoi? Ou grâce à qui, en l'occurrence? C'est grâce à la Banque fédérale, la Banque centrale américaine, Réserve fédérale, la Réserve, qui a monté ses taux de façon extrêmement agressive. Et ce qui a permis de voir cette inflation petit à petit se resserrer. Alors, on va faire peut-être un petit point sur ce qui s'est passé en 2022. L'inflation aux États-Unis, elle vient d'où? Elle vient d'un choc de la demande. C'est-à-dire qu'il y a eu une relance fiscale, une relance monétaire absolument colossale post-Covid. Et finalement, l'économie s'est ouverte extrêmement rapidement, enfin plus rapidement que prévu. Et avec les chaînes d'approvisionnement qui étaient un petit peu resserrées, avec le marché de l'emploi finalement qui a très bien tenu, et ça a fait cette montée des prix. Donc la Banque fédérale, la Fed, a agi peut-être trop tard. On ne va pas lui jeter la pierre. Elle a dit que c'était temporaire au début. C'était temporaire. Tous les économistes au monde ou presque se sont trompés, les acteurs de marché aussi, nous y compris, il faut être modeste. Mais elle s'est mise en ordre de marche et elle a finalement monté ses taux de façon extrêmement violente, violente en termes de rythme, mais aussi en termes de temporalité. Si on compare par rapport au cycle précédent, elle est allée vraiment, vraiment très, très fort. On s'est retrouvé dans les années 80 presque. On n'avait pas connu la même chose depuis 20-30 ans. Exactement. Donc là, on voit enfin l'inflation qui prend la bonne trajectoire. Donc 2022, on aura des chiffres extrêmement élevés. 2023, ça devrait redescendre. On devrait tangenter vers des rythmes un peu plus normaux, au moins tangenter vers les cibles. Qui sont de 2%, je le rappelle, alors légèrement au-dessus, mais on voit enfin cette trajectoire qui reprend, qui rassure un petit peu les marchés. Alors, vous l'avez dit, il y a les discours des banques centrales hier et aujourd'hui. Il y a toujours ce message un petit peu plus
au quiche, comme on dit, un peu faucon, un peu plus prudent. En gros, on a fait une partie du job, mais il y a encore pas mal de choses à faire quand on écoute Jérôme Powell. Exactement, notamment vis-à-vis de l'emploi. Ouais. Donc le chômage est très bas aux États-Unis et du coup il y a une inflation salariale qui est extrêmement élevée, au-delà de 5%. Et là le risque c'est les effets de second tour, c'est-à-dire que l'inflation salariale régénère de l'inflation par derrière. Les prix augmentent, les salaires augmentent, donc les prix augmentent, donc les salaires augmentent. Et c'est la boucle qui n'en on n'arrive plus à s'arrêter. Et donc son message hier, c'est quand même d'être attention, ne nous emballons pas. Il prévoit toujours 3 hausses de taux, donc à rythme moins soutenu. C'est quand même très important de signaler. Donc ça montre qu'on a fait quand même une grande partie du chemin. Mais on va aller de 0,25 en 0,25. Il en prévoit 3. Le marché en compte 2. À voir qui a raison. Donc néanmoins, ça générera de la volatilité, quoi qu'il arrive, toujours sur les marchés obligataires. Mais 2022 était une année exceptionnelle en termes de performance obligataire, dans le mauvais sens du terme. Mais on a fait le plus dur. Mais attention quand même à la volatilité à venir toujours sur les marchés obligataires. Rapidement, en Europe, c'est un peu le même tableau. On a l'impression qu'on a peut-être un petit décage, un petit cran de retard par rapport aux États-Unis. Il y a un petit décalage. Les sources de l'inflation ne sont pas les mêmes. Chez nous, il y a vraiment eu un choc de l'énergie. Ça a mis un peu plus de temps à arriver. Ça va mettre un petit peu plus de temps à se résorber. Là encore, la BCE et Christine Lagarde mettent un petit coup de vis. Mais la trajectoire est toujours... Alors, vu le message d'aujourd'hui, elle veut dire qu'elle va continuer à monter très fort, donc il ne faut pas trop s'emballer non plus. Mais la trajectoire de l'inflation, en tout cas, devrait redescendre. Bon, la trajectoire de l'inflation devrait redescendre et une des conséquences peut-être de ce resserrement monétaire, forcément, de cette lutte contre l'inflation, c'est la récession qu'on nous prédit de plus en plus de part et d'autre de l'Atlantique. Pour certains d'ailleurs, une partie de l'Europe y est déjà. Est-ce que c'est pessimiste? Est-ce que c'est réaliste, Arthur? Et est-ce que c'est grave, docteur? Alors, les deux. C'est pessimiste, mais aussi réaliste. Alors, faut pas se tromper. Quand une banque centrale serre la vis, c'est pour faire ralentir l'économie, pour éviter la surchauffe. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. L'économie ralentit, on le voit dans les différents indicateurs avancés. Donc, que ce soit manufacturier, ça ralentit. Les services, ça dépend ce qu'on regarde, mais ça ralentit aussi. La construction est en train de prendre un choc. Alors, pas dans les prix encore, de l'immobilier en particulier. Non, ça tient mais encore. En termes de volume, il y a quand même un impact qui commence à se faire ressentir. Donc l'inflation, la croissance. On peut voir d'ailleurs les perspectives, le slide sur les perspectives de croissance qui nous montre cette courbe qui commence à piquer un petit peu du nez. Exactement. Donc ça ralentit aux États-Unis. Est-ce qu'on se dirige vers une récession? C'est probable. D'accord. C'est pas certain. Mais en tout cas, le ralentissement est là. En Europe, c'est pas la même photo. Il y a vraiment eu ce choc d'énergie qui bat son plein. Donc, les stocks de gaz sont quasiment pleins. Ça, c'était l'inquiétude cet été, donc ça nous a tous rassurés. Comment on allait passer l'hiver? Mais le coût d'énergie a explosé. Ça aura un impact sur l'offre. Quand on est un manufacturier allemand, on a son usine de production à faire tourner, forcément des arbitrages sont à faire et peut-être qu'on va fermer des lignes de production en Allemagne pour les faire ailleurs, tout simplement, où il va y avoir une destruction d'offres. Et même chose côté de la demande, les ménages le voient, il faut payer la facture, il y a des arbitrages aussi à faire pour peut-être la consommation discrétionnaire. Mais là, la croissance va ralentir, est en train de ralentir en Europe et on devrait arriver en récession. Alors, récession, est-ce que c'est grave, docteur? Petite récession ou grosse récession? Voilà, c'est jamais une bonne chose, bien évidemment, mais on devrait se diriger vers une récession qui devrait rester d'ampleur modérée. D'accord. Elle devrait être faible, modérée, entre les deux, mais on n'est pas dans un scénario de la précédente décennie, pour l'instant, touchons du bois, mais on n'est pas dans ce scénario-là et ça devrait avoir un impact, bien sûr, d'un point de vue boursier, mais on n'est pas sur le cataclysme qu'on a pu connaître quand on parlait de récession il y a quelques années. Bon, une récession soft, une récession douce. On va rester sur cette perspective. Maintenant qu'on comprend bien le contexte macroéconomique, Arthur, et les forces à l'œuvre, on a envie de savoir forcément leur impact, vous l'avez déjà un petit peu évoqué d'ailleurs, sur les différentes classes d'actifs. Alors effectivement, qui dit resserrement monétaire dit que toutes les courbes obligataires se revalorisent, tous les taux d'emprunt se décalent. On a expliqué tout au long de l'année, parce que ce n'était pas attendu que toutes les classes d'actifs, notamment au premier semestre, baissent en même temps, corrigent en même temps. Exactement, donc on parle beaucoup de corrélations dans notre jargon. On dit que les corrélations sont négatives entre les obligations et les actions. Là, tout a explosé en plein vol et tout a corrigé dans la même direction, c'est-à-dire à la baisse.
quand on dit, alors peut-être pour préciser pour ceux qui sont moins experts d'entre nous, quand les taux montent, c'est-à-dire quand on détient une obligation en portefeuille, mécaniquement son prix va baisser. Alors ça ne veut pas dire que l'obligation va faire défaut, on va être remboursé, mais mécaniquement sa valeur baisse. Et donc c'est pour ça que ça s'est traduit. On explique peut-être le pourquoi du comment qu'il y a derrière. Alors c'est parce qu'en fait on vient réactualiser avec un autre taux les cash flows futurs. C'est qu'elle est moins intéressante finalement que les nouvelles obligations qui sont émises à des taux plus attrayants. Entre autres, et ça vient impacter l'actualisation des cash flows futurs et ça, mécaniquement ça impacte le prix présent de l'actif. Donc ça c'est vrai pour les obligations, mais c'est aussi vrai pour les actions. Alors, le rationnel derrière, c'est quand on a un actif, un taux sans risque, on prend une obligation gouvernementale, un T-note américain, un Bund allemand, qui sont les obligations d'État. Quand le rendement de ces titres-là augmente, le rendement que l'investisseur va attendre pour un actif risqué va lui aussi augmenter. C'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir payer vouloir être rémunéré pour un risque supérieur. Et donc, on a eu affaire à ce qu'on appelle un re-rating, une revalorisation ou encore une baisse des multiples qui s'est produite sur les marchés actions et ce qui s'est traduit par cette correction qu'on a pu voir ces derniers mois. Bon. Alors j'ai préparé une slide. Oui, on l'a, elle est passée à l'écran, on peut peut-être la remettre. La performance des classes d'actifs, voilà, elle est là. Alors ces performances donc, sur les marchés obligataires, on voit que ça a très fortement On peut peut-être l'avoir d'ailleurs en plein écran, parce que c'est écrit petit quand même, pour que les gens puissent à peu près regarder. Que ce soit les obligations d'État. Si la régie peut nous faire ça. Comme les obligations voilà, d'entreprise, donc il y a une très forte correction sur toutes ces classes d'actifs-là. Et sur les actions, si on s'était vu il y a 2 mois, ça aurait été beaucoup plus saignant. Il y a eu un rebond de marché sur les 2 derniers mois. Puis les points bas de septembre, on a repris 20%, notamment sur le CAC 40. Absolument. Et donc on a une très forte correction sur les marchés actions, notamment ce qui était cher, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais ce qui était cher a particulièrement souffert, comme les valeurs de la tech, comme le Nasdaq. Et à l'inverse, ce qui était moins cher a plutôt bien résisté, donc en particulier les actions anglaises, comme on le voit à l'écran. Et je tiens aussi peut-être à dire que paradoxalement, on a eu affaire à cette revalorisation des multiples, mais les entreprises ont posté des résultats qui ont surpris à la hausse. Plutôt satisfaisant. Bien sûr, il y a une grosse dispersion entre la pétrolière qui, bien sûr, a vu ses cash flows exploser et puis d'autres secteurs, mais les résultats étaient bons. Enfin, il faut le dire. Je veux dire, les entreprises ont eu des résultats très satisfaisants. Les marges ont tenu. Et alors, 2021 était un exercice un peu délicat parce qu'il y a des reliquats du Covid. Mais de 2002 à 2021, les résultats ont augmenté d'une vingtaine de %. Donc ça montre que les entreprises, même dans ce contexte, elles ont réussi à délivrer. C'est vraiment juste un effet mécanique de revalorisation qui s'est produit. Justement, vous l'avez évoqué, qu'est-ce que ça nous dit de la valorisation actuelle des marchés, du crédit et des actions? Est-ce que du coup on est sur des niveaux raisonnables? Est-ce qu'on a déjà repris, on parlait de cette remontée du marché de l'action, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, Arthur? Alors, nous, ce qu'on privilégie, si on doit dire qu'est-ce qui n'est pas cher maintenant, c'est ça. C'est plutôt les marchés du crédit. D'accord. Donc, on l'a dit, les taux ont monté, donc forcément, il y a plus de rendement, il faut aller chercher du rendement, il faut aller chercher du portage. Et où est-ce qu'on peut en trouver davantage? C'est sur tout ce qui est crédit, c'est-à-dire les obligations d'entreprise. Donc, qu'elles soient très bien notées, ce qu'on appelle investment grade, ou un peu moins bien notées. Je crois qu'on a une slide, voilà, comme le high yield. Et on a vu aussi dans cette phase que ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire le rendement supplémentaire que les investisseurs attendent pour porter ces obligations, on a vu que ces spreads se sont écartés et ça a amené ces titres-là en particulier sur des niveaux de valorisation qu'on considère comme à avoir dans un portefeuille maintenant. Donc pour donner un peu de couleur, l'investment grade, donc les obligations les mieux notées, ça paye entre 3,8 et 4%. Donc ça commence à être pas mal. On est rémunéré pour son risque sur ces niveaux-là, surtout quand on sort d'un environnement où on était en taux négatif. Et sur le high yield, ça commence à payer du 7,5, presque 8. Donc là aussi, il y a du rendement à aller chercher. Sur les actions, les actions américaines, je ne sais pas si vous voyez toujours ma slide. On peut la remettre, éventuellement. Alors là, c'est une échelle qui est inversée, on parle de multiples. Donc plus c'est bas, moins c'est cher. On voit que les actions américaines ont quand même bien rebondi. On traite sur la moyenne historique. Donc c'est pas spécialement pas cher aux États-Unis, surtout quand on compare au crédit qui offre quand même du rendement assez intéressant. Sur l'Europe, on traitait sur des niveaux de valorisation de 10 quand on compare les bénéfices au cours de bourse. On est remonté à 12. La moyenne, c'est 14. Donc il y a encore de la place.
Alors après, à voir si on rentre en récession, hein, à voir si les résultats des entreprises tiennent comme elles ont tenu jusque-là. On attend quand même en 2023 0% de croissance de bénéfices. Alors, si on réussit à tenir ce niveau-là, il pourrait y avoir une appréciation des actions européennes. Donc, le crédit, il faut y aller. C'est notre lecture actuelle des marchés. Les actions européennes, il y a un coussin de valorisation. Donc, ça permet sur le long terme d'être potentiellement intéressant sur les actions américaines. Il faut toujours en avoir pour diversification, mais c'est moins intéressant d'un point de vue valorisation. Bon ben voilà pour le contexte macroéconomique et vous allez voir par la suite de la présentation parce que vous vous dites peut-être mais quel rapport avec le CFP, tout ça, vous allez voir que tout ça est connecté, on voulait vous faire ce rappel avant, mais là maintenant je vais me tourner vers vous Andrea, il va falloir savoir comment on le retrouve ce CFP au sein de l'univers Boursorama et puis nous en rappeler les grandes caractéristiques. Alors comment on le retrouve mais surtout pourquoi ? Puisqu'on pourrait se poser la question. Laurent, vous le savez, l'investissement sur les marchés, ça demande du temps, ça demande un certain niveau d'expertise et de connaissance. On ne sait pas toujours en plus sur quoi investir, puisqu'on peut investir sur des actions, sur des OPCVM, sur des ETF, on a de plus en plus de produits qui sont accessibles aujourd'hui. Et pour autant, donc on ne sait pas forcément, on n'a pas forcément le temps, mais on peut avoir envie d'être exposé à la potentielle performance des marchés financiers. Et sans avoir bien sûr du coup à se soucier de toutes ces questions de temps, de connaissances et d'expérience. Mais on peut aussi déjà être investi sur des titres, on peut avoir une gestion dite un peu bon père de famille, axée sur un portefeuille cœur satellite, une stratégie dividende, et donc de ne pas avoir envie de vendre ces titres, ni d'en acheter de nouveaux, mais profiter de cette performance également. Et bien pour ça, il y a le CEFP du coup. Donc ce CEFP, il permet donc de s'exposer à ces marchés financiers et à leurs performances potentielles, et tout ça très simplement, en quelques clics seulement et en déléguant donc cette gestion à notre partenaire, donc Oddo BHF Asset Management. André, je vous coupe pour cette question de Nadine qui disait je voudrais savoir en quoi consiste cette épargne, parce que c'est vrai que le nom n'est peut-être pas forcément révélateur pour tout le monde, si c'est de l'assurance vie ou des instruments financiers qui touchent à la bourse, bien évidemment. C'est une très bonne question, puisqu'effectivement le nom ne parle pas de lui-même, mais c'est un compte-titre. C'est un compte-titre. En fait, un compte-titre en gestion profilée au final. Et donc, on le verra peut-être après, il y a la fiscalité qui va avec, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et donc, toutes les informations sur le produit, nos clients peuvent les retrouver depuis leur espace client, dans l'onglet produits, puis dans la section bourse. Je pense qu'on doit voir la slide on la voit, tout à fait. À l'écran. Et ensuite, c'est écrit dessus. Compte d'épargne financière pilotée. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Oddo BHF Asset Management, notre partenaire sur le produit. Et comme c'est un produit Boursorama, du coup, forcément, tout se fait en ligne. La souscription se fait 100% en ligne. Et à la suite de cette souscription, pendant le parcours qu'on vous détaillera un petit peu après, eh bien, on va proposer à nos clients 4 différents profils. Alors bien sûr, en fonction de leur profil investisseur, on va leur faire une recommandation, mais ils pourront choisir parmi 4 profils dont on parlera on va revenir tout avec à l'heure Arthur sur ces avec profils Arthur et pour les évolution. détailler sur leur composition, leur évolution. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Alors, quels sont les avantages de ce produit ? Alors, ce produit, en fait, déjà, il est sans frais d'entrée. Ah, c'est notre slide avec tous les zéros, c'est ça ? Avec tous les zéros, c'est celle qu'on a, on l'adore, celle-là. La slide avec tous les zéros. Donc, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais de changement de profil, pas de frais d'arbitrage, pas de... Qu'est-ce qu'on n'a pas encore comme frais ? On n'a pas de droit de garde. Frais de retrait, je l'ai lu, moi, j'ai la slide. Frais de changement de profil investisseur, voilà. Voilà, on n'a pas de frais. Et les seuls frais qui sont sur le produit, ce sont les frais liés à la gestion des fonds, qui sont donc de 1%, donc 1% de frais de gestion sur chacun des 4 profils. Donc c'est uniquement ce qui va être payé, entre guillemets, par l'investisseur. Il n'y a pas de mauvaise surprise à part les frais de gestion. Il y a LM qui nous pose une question en direct. Pouvez-vous nous revenir sur les conditions d'ouverture du CEFP ? Les conditions d'ouverture, eh bien, c'est un compte titre en fait. Donc les conditions d'ouverture sont les mêmes. Donc alors, il y a le montant minimum, effectivement. Pour ouvrir un CEFP, vous devez investir 100 € au départ. D'accord. Et si vous le souhaitez, donc ça c'est la slide suivante, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Elle va donc 100 € de versement initial. Si vous souhaitez mettre en place un versement libre programmé dès l'ouverture, c'est 20 € minimum. Et par la suite, si vous souhaitez faire de nouveaux versements libres complémentaires, ça sera à partir de 100 € également. On a une question de Marc qui nous avait demandé au moment de l'inscription, ce produit peut-il être souscrit par une personne morale ? Eh bien non, c'est personne physique. Physique, du coup. uniquement. Tout à fait.
Bon, alors on a notre slide, on a effectivement l'accessibilité. Il faut revenir un petit peu parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté sur notre partenaire Oddo BHF Asset Management pour ce produit. Ben voilà, donc c'est notre partenaire et vous pouvez effectivement trouver toutes les infos sur avec une très belle photo d'Arthur. Très belle photo d'Arthur. Voilà, sur les piliers du coup, voilà, dont on parle d'innovation, de durabilité, d'indépendance. Donc tout ça, j'invite nos clients à se rendre sur la page et à lire en détail tout ce qu'on propose effectivement en termes de contenu, d'explication sur notre partenaire Oddo BHF. Sur les frais, on avait cette question de Diego, parce que forcément, ça intéresse beaucoup de gens. Pourriez-vous expliquer si vos frais de gestion vont évoluer en 2023? Julien, allez-vous diminuer les frais de gestion? Alors, est-ce qu'ils vont évoluer? Là, on peut suggérer ou est-ce qu'ils vont baisser ces frais de gestion? Ils n'ont pas prévu, on n'a pas prévu de les changer en tout cas, donc non, pas à date. Et de toute façon, la moindre évolution qui est faite sur le produit pour les détenteurs, ils seront informés via une notice d'information, un avis au porteur. Enfin voilà, dès qu'il y a un changement sur les profils, on le verra tout à l'heure avec Arthur, il y a eu des changements récemment. On avertit bien sûr tous les clients qui sont détenteurs du produit. Bon, on voulait faire, comme la dernière fois on avait fait sur le webinaire Private Equity, un petit pas à pas, comment j'ouvre simplement mon compte, mon CEFP sur Boursorama. Tout à fait, comme vous voyez à l'écran, on appelait ça une ouverture sans prise de tête. Ouais. Est-ce que c'est vrai, Andrea? C'est pas vrai, une fausse promesse? Voilà, donc ça va se faire en 3 étapes, on va le voir après via une petite vidéo. D'abord, on va vous poser quelques questions pour déterminer quel est votre profil d'investisseur. Ouais. Donc à la suite de ces questions, on va vous faire une recommandation. Donc un des 4 profils qui correspond le plus à votre profil. Et ensuite, on vous demandera simplement d'effectuer votre premier versement et d'y accoler, si vous le souhaitez, un versement libre programmé. Et je crois que grisé par votre succès de la dernière fois, vous avez prévu une vidéo à nous dérouler. Une petite vidéo, ça a l'air de bien fonctionner. Et comme ça, vous verrez qu'on ne vous a pas menti et que c'est simple et rapide. Allez, est-ce qu'en régie, vous pouvez nous passer cette vidéo? Est-ce que ça marche? Ça marche en plus. Donc là, si vous pouvez la commenter. Alors, si on peut la voir en retour pour Andrea, pour qu'il puisse la commenter. Sinon, ça va être compliqué. Moi, je peux le faire. Parfait. Donc là, on est sur, on est sur la page CEFP. Donc là, vous cliquez simplement sur « Ouvrir un CEFP ». Jusque-là, tout va bien. Ensuite, vous allez arriver sur une première étape qui vous demande de mettre à jour vos données personnelles. Parfois, on oublie de le faire avec sa banque. On a changé d'adresse. C'est vrai, d'adresse mail. Voilà. Donc là, on vous demandera de réactualiser s'il y a eu un changement. Alors, à la suite de ça, donc là je sais que ça va prendre un peu plus de temps, je connais un peu la vidéo. C'est là qu'on va arriver à la fameuse étape donc des questions. On va donc essayer d'évaluer votre profil investisseur en fonction de plusieurs critères. On va vous poser des questions sur votre patrimoine, là on le voit ici à l'écran, donc sur vos revenus, l'estimation de votre patrimoine immobilier, votre capacité d'épargne, votre situation professionnelle. Ensuite, sur votre connaissance, on va évaluer un petit peu votre connaissance des marchés financiers et votre expérience sur ces marchés. Pour vous conseiller un profil adapté, c'est ça, Andrea? Exactement. D'accord. On va demander votre appétence au risque. Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt qui accepte, là par exemple, j'ai choisi un risque élevé. Ensuite, voilà le type de portefeuille que vous préférez, entre donc, des actions, des obligations, votre stratégie d'investissement, si vous investissez. C'est très complet. Hein. C'est très complet, mais ça se fait assez rapidement. Et à la suite de toutes ces questions, donc, on va vous récapituler donc, les réponses que vous avez fournies. Et donc, on vous évalue en fait sur ces 3 critères, la connaissance, le risque et la stratégie. Donc, vous pouvez regarder si ça correspond un petit peu à ce que vous avez répondu et éventuellement revenir en arrière pour modifier. À la suite de quoi, donc, du coup, on vous conseille un des 4 profils. Dans le cas là qu'on voit à l'écran, le profil dynamique. Vous pouvez décider de suivre le conseil qui est formulé par Boursorama, dans quel cas on vous affiche d'ici le document d'information clé pour l'investisseur sur le produit, ou choisir, comme on le voit actuellement, peut-être un autre profil, peut-être que ce n'est pas celui que vous vouliez, et vous pouvez décider de ne pas suivre la recommandation. Ce n'est pas indiqué, mais ça peut être votre choix. Ensuite, on entre le montant de versement initial qu'on souhaite mettre en place. Là, on a 100 € minimum. 100 € minimum. Puis, si on le souhaite, on met en place des versements programmés à partir donc de 20 €. Vous avez bien suivi, Laurent, c'est parfait. Et donc, le versement programmé, c'est donc tous les mois, c'est ça? C'est donc tous les mois. Donc, à l'issue de cette étape, on vous récapitule quand même tout ce qu'on vient de se dire, pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur, que vous n'avez pas oublié quelque chose ou que c'est bien les montants que vous savez mettre en place. Donc, vous regardez tout ça. On vous récapitule aussi les frais. On vous parle des frais en toute transparence, quels sont les frais liés au produit, au profil que vous avez choisi. Et si tout ça vous convient et que vous êtes sûr d'avoir fait les bons choix et indiqué les bonnes informations, on souscrit. Petite mention lue à approuver, voilà. Et on souscrit. Donc, vous voyez, je ne vous ai pas menti, ça se fait assez rapidement quand même.
Bon, vous avez bien répondu à toutes les questions en même temps, mais c'est vrai que c'est sans prise de tête, comme vous le disiez. C'est assez simple, tout ça. Les frais, tiens justement, cette question de Super Souka qui vient de tomber en direct. Concernant les frais, pourriez-vous donner une métrique sur la totalité des frais, les frais de gestion de 1% comme indiqué, mais aussi les frais de gestion des supports financiers sous-jacents, ETF et FCP? Est-ce que vous allez en parler, Arthur, par la suite, ou est-ce qu'on répond maintenant? On peut répondre maintenant. Ouais, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle vraiment les frais de gestion, donc qui sont de 1%. Après, il y a cette notion de frais courants qui apparaît dans d'ici. Alors, je ne les connais pas par cœur. Alors, de mémoire, ils vont jusqu'à 1,82 pour le plus chargé, entre guillemets. Je crois que ça commence à 1,30 tout compris pour le profil le plus défensif. D'accord. C'est possible. Alors, vérifiez-le, dans les DC, ils sont là pour ça aussi. C'est là où on retrouve ces frais, où on retrouve la décomposition. Dans le fameux document d'information clé. Ce frais courant inclut les frais des sous-jacents, les frais de mouvement, vraiment tous les frais. Ok. Question de Gilles. Est-il possible de souscrire sur le CFP via un arbitrage interne du PEA? Oula, c'est compliqué ça. Vous peut-être mieux, Gilles, ouvrir Gilles, vous savez, CFP, vous pouvez tout avoir en même temps. Voilà, vous pouvez avoir un PEA et ouvrir un CFP. Alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est un compte titre. Enfin, si, on l'a dit. Mais comme c'est un compte titre, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, par CFP, vous aurez un profil, donc dynamique, équilibré, offensif. Mais par contre, vous pouvez très bien ouvrir un premier CFP, puis un deuxième, puis un troisième. Donc, il n'y a pas de limite, ça reste un compte titre. Tolosan31, qui sait, Andrea, votre amour de la fiscalité, nous dit: y a-t-il un avantage fiscal à ouvrir un CEFP? L'occasion de faire un petit rappel fiscal sur le CEFP. Ça m'aurait manqué, vous le savez, Laurent, du coup. Merci Tolosan pour cette question. Merci beaucoup. Alors, je viens de le dire, c'est un compte titre. Donc, en termes de fiscalité, il n'y a pas plus simple, entre guillemets, sur le marché, puisque c'est le fameux prélèvement forfaitaire unique de 30%, donc 17,2 de cotisation sociale et le reste. Alors bien sûr, le seul cas éventuellement où on ne voudrait pas ce PFU de 30, c'est si jamais le taux marginal d'imposition est moins élevé. Et dans ces cas-là, il faut en faire la demande spécifique. Bon, et ben voilà, c'est très clair. On a donc vu la présentation du produit. On va maintenant revenir avec Arthur dans le détail, et notamment dans le détail des différents profils de la gamme CFE, parce que c'est le cœur du réacteur finalement, Arthur. C'est le cœur du réacteur, absolument. Donc, comme on l'a rappelé, déjà, ces fonds sont des fonds de fonds. C'est-à-dire qu'on détient en portefeuille des OPC et des ETF principalement. Donc, un peu la répartition, on va dire, c'est 3 quarts OPC à 1 quart ETF. Le prospectus, si on rentre un petit peu dans le détail du cœur des réacteurs, nous permet généralement d'avoir des obligations en direct. Si on veut viser un pays en particulier, une maturité en particulier, si on souhaite s'exposer, ça nous permet d'aller acheter une obligation et là aussi ça fait baisser les frais. Et le dernier moteur de performance de ces produits, c'est qu'on a la possibilité de venir couvrir, de piloter le risque avec des dérivés, donc que des instruments listés, que ce soit des futurs ou des options. Et ça nous permet, nous, de vraiment piloter le risque, de s'exposer au marché ou à l'inverse, de se couvrir en cours de journée si on considère que nos convictions ont évolué au gré de l'actualité. Donc ça peut être très rapide. Et ça peut être très rapide, on le voit notamment dans des années comme celle-ci. Alors, quand on regarde un peu dans le détail des portefeuilles, ce sont tous maintenant des fonds qui investissent dans un univers international, global. Ce n'était pas le cas jusqu'au 1er octobre, il y a eu quelques changements, on en parlera. Et quand on rentre plus dans le détail de chacun des profils, le fonds défensif est majoritairement exposé au marché obligataire. On a une poche action qui est, on va dire, petite par rapport aux autres profils. Alors le rythme de croisière, c'est 25% actions et le reste en obligations. Pour le pilotage équilibré, on décale un petit peu le curseur de risque. Et là, on vient se positionner sur moitié action, moitié univers obligataire. Le fonds dynamique, là, on décale le niveau de risque un petit peu plus franchement. Alors, le prospectus nous permet d'avoir un petit peu d'obligations. Dans la pratique, on l'a généralement exposé au marché action. Et quand on considérait que les conditions étaient moins porteuses, on venait couvrir ce risque action avec des dérivés. Donc, c'est essentiellement un fonds qui est investi bien dans les actions. Et enfin, pilotage sélection durable. Donc il avait son prédécesseur qui était pilotage sélection offensif. Oui, on y reviendra. On a fait des vidéos à ce sujet. Qui était un fonds exposé aux actions européennes. Il avait l'avantage d'être PEable. Là, on a discuté avec Boursorama. Il y avait une demande, un besoin de passer sur plus d'ISR. Donc on a fait le petit frère de Dynamique, mais en version durable. Donc c'est un fonds qui a investi dans les actions internationales, mais uniquement dans des sous-jacents qui ont le label ISR. Ça permet à ce fonds de lui-même avoir ce label ISR. Et donc la construction de portefeuille, la philosophie,
est équivalente au pilotage sélection dynamique, mais il y a cette volonté d'aller investir dans des supports qui sont socialement responsables. Bon, forcément, on va bien sûr parler des performances, mais avant, on a eu des questions notamment sur les différents mandats, question de Jean Chat, et c'est une question qu'ont posé beaucoup de gens cette année, on l'a déjà un petit peu évoqué. Les performances du fonds défensif sont assez décevantes, ont-elles une chance de s'améliorer dans les prochaines années? Pourquoi le défensif n'a pas été au rendez-vous de 2022, Arthur? Alors le fonds défensif, effectivement, on le voit à l'écran, il fait à peu près moins 10% à fin novembre, donc on le concède extrêmement décevant pour un porteur. Ça s'explique néanmoins avec ma slide précédente sur les performances. C'est un fonds qui est exposé majoritairement à l'univers obligataire, l'univers qui a particulièrement souffert. Ouais. Alors, en construction de portefeuille, en temps normal, les poches obligataires servent d'amortisseur. Je vous parlais de corrélation, c'est-à-dire quand les actions baissent, quand il y a une récession, quand le marché actions est chahuté, il y a un effet de vase communicant, les investisseurs reviennent sur les obligations, ils vont chercher de la sécurité. Exactement, et ce qui fait que ça permet d'amortir les chutes. Là, on est dans un contexte tout autre. La volatilité est partie de l'univers obligataire, ce qui fait que tout a baissé en même temps, avec peu d'endroits où se cacher, à part le cash ou éventuellement le dollar. Et donc, ce qui fait qu'on a eu une performance un petit peu décevante, effectivement, sur le pilotage défensif. Après, les rendements ont réaugmenté. La perspective de rendement du produit, elle aussi, a augmenté pour les années à venir. Donc, tout n'est pas à jeter maintenant, on va dire. On se retrouve dans une situation plus normale, on peut dire aussi, Arthur. Exactement. Ouais. On se retrouve dans une situation où, finalement, les obligations qu'on a en portefeuille, on les a aussi parce qu'elles payent, tout simplement. Et les corrélations devraient se renormaliser quand les banques centrales auront fini leur travail de resserrement monétaire. Et on retrouvera un fonctionnement un petit peu plus conventionnel, on va dire. Voilà. Oui, exactement. On a eu beaucoup de questions sur le profil dynamique. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu dans le détail de sa composition et de son évolution? Alors, pilotage dynamique, il évolue, bien sûr, en fonction de nos convictions. Il reste majoritairement exposé au marché actions. Alors là, on va aller choisir des zones géographiques sur lesquelles on a plus de conviction, plus de visibilité. Alors on investit principalement dans les actions américaines, les actions européennes, les actions asiatiques, notamment les japonaises. On va également aller parfois cibler des thématiques particulières, donc porteuses de croissance à long terme. Donc, on parle beaucoup de la thématique verte, on parle beaucoup de la thématique big data. C'est des choses qu'on va aller cibler aussi avec ce genre de portefeuille. Et enfin, on peut aller aussi viser un secteur en particulier si on considère qu'il y a de la valeur à aller chercher dans certains secteurs. Donc, on a eu des banques en début d'année, on les a vendues trop tôt, malheureusement. On a également eu, par exemple, de la santé, on a toujours la santé, donc une valeur un peu plus défensive. Donc on peut aller aussi viser des secteurs en particulier. Ce qu'il y a d'autre aussi dans ce portefeuille, on parle aussi un peu, c'est l'exposition devise qui va avec les expositions à actions. Donc quand on est exposé au marché américain, on porte ou pas le dollar avec. Donc on peut aussi aller choisir de prendre le dollar qui va avec ou de le couvrir. Et là aussi, c'est des moteurs de performance. Bon, un mot aussi, on l'a dit, sur l'offensif qui devient durable avec cette question de Stéphane. Le produit offensif passe en offensif durable avec moins de risques, nous demande-t-il. Alors oui, offensif durable, c'est plutôt dynamique durable. Dynamique durable. Parce que là, on passe sur un univers monde. Et avec moins de risques, j'ai envie de dire oui aussi quand on regarde les volatilités. C'est-à-dire que quand on prend un MSCI World, par exemple, il y a cette exposition plus globale qui fait qu'il y a plus de diversification, donc moins de volatilité. Donc ce produit sera moins volatile qu'offensif. Et on passe en mode durable, comme on se l'a dit, parce qu'on a 90% des encours au minimum, c'est une contrainte prospectus. Qui doit être investi dans des fonds qui sont labellisés ISR. Donc label ISR, c'est le label qui est en collaboration avec le ministre de l'économie et des finances, c'est ça? Absolument. Ce qui nous permet, nous aussi, d'avoir ce label pour ce portefeuille-là. Et donc concrètement, on va investir beaucoup dans la thématique green, justement, qui investit dans les entreprises, qui investit dans les domaines de l'énergie renouvelable, de la transition écologique, de la préservation des ressources naturelles. Et le reste du portefeuille est investi de façon un petit peu plus traditionnelle, comme le pilotage dynamique, mais en allant chercher des supports qui ont ce label ISR.
Bon, bien sûr, on ne peut pas finir sans parler des performances. Je vois que la slide est affichée à l'écran, c'est très bien. Bien sûr, il faut que je le rappelle, le petit disclaimer normal, important, les performances passées, elles ne présagent pas des performances futures. On peut dire qu'elles constituent tout de même un indicateur intéressant. À l'heure de relever les compteurs, ça donne quoi, Arthur? Question de Philippe, quelles sont les performances annuelles sur les différents mandats? Alors, performance annuelle, on l'a vu sur la slide précédente, sur la perf de 2022. Donc c'est un exercice qui est compliqué, un tir groupé avec le défensif équilibré et dynamique, ce qui rend la performance du défensif un petit peu plus pas en demi-teinte, on peut le dire. Décevante. Et pilotage offensif qui est devenu durable, qui fait une performance un petit peu aussi décevante cette année. Alors toutes les années ne se ressemblent pas, bien heureusement. Alors la bascule a lieu au 1er octobre, donc juste après la chute des marchés européens. Et ensuite, on s'est exposé sur des marchés mondes, donc on a remonté peut-être un petit peu moins que les marchés européens. Donc c'est un timing de bascule de portefeuille qui va s'effacer avec le temps, mais on a une année qui a été compliquée sur l'année 2022. Bon, mais on est là pour les 10 ans. Oui, Jean-Pierre va venir justement à votre rescousse depuis 10 ans. Quelle performance! Toutes les années ne se ressemblent pas, vous le disiez, Arthur. Donc des performances qui sur 10 ans, donc, qui montrent qu'on est quand même en capacité de traverser des cycles. On a une année qui est extrêmement compliquée, c'est peut-être la plus compliquée de ces 10 dernières années, mais on a des performances qui sont très bonnes, même pour certains profils. Donc on est sur du 10% sur défensif après une année compliquée. Ça a ramené aussi à un univers de taux qui était négatif. 44% sur le équilibré, 80 et quelques sur le offensif et 150 sur le dynamique. Bon ben voilà pour la présentation. On a plein de questions, ça crépite sur la tablette. Eh bien tiens, on va commencer par les questions qui sont tombées en direct. On va faire un petit tir groupé avec Valentin. Quels sont les avantages de l'investissement régulier mensuel? Et Yael, est-il possible de revenir sur les versements programmés à 20 €, les arrêter ou les augmenter? Oh bah, je me lance. Ah bah oui, c'est pour vous ça, Andrea. Alors, vous l'avez rappelé, Laurent, tout à l'heure, c'est de l'investissement sur les marchés financiers. Donc déjà, on est sur du long terme. Et on le rappelle, de toute façon, sur la page de présentation du produit, on investit sur le long terme sur les marchés. Et l'intérêt de ces versements programmés, eh bien, on le dit souvent ici, on le répète, c'est de lisser ces niveaux d'entrée. C'est-à-dire que si on entre en une seule fois au mauvais moment, forcément, la déconvenue est assez forte. Donc, c'est pour ça que nous, on encourage nos clients à mettre en place ce versement libre programmé, qui est donc mensuel, et pour lisser donc ces niveaux d'entrée et ne pas être impacté par un effet timing en fait sur les marchés. Et ensuite, même en tant que professionnel de la finance, c'est très dur d'attraper les points bas. Faut arrêter de vouloir timer les marchés, on le dit souvent. On le sait, ça fonctionne quasiment jamais. Acheter au plus bas, vendre au plus haut, c'est bien dans l'absolu, mais c'est ce qu'il faut faire, mais ça n'arrive pas. Compliqué. Ou très rare. Donc d'où l'intérêt de ces versements programmés. Et pour répondre à la deuxième question, eh bien oui, ces versements programmés au sein de votre espace client, si vous avez ou quand vous aurez ouvert votre CEFP, vous pourrez donc, dans les options de gestion, on voit apparaître sur l'écran, quand vous êtes sur le compte, donc versement programmé, bien, vous pouvez aller sur cette option et le supprimer, le modifier, l'augmenter. Vous pouvez tout faire et vous pouvez, c'est du 100% en ligne, c'est Boursorama, donc tout se fait instantanément et facilement. C'est rapide. Question de troquer, tiens, on parlait de tout se fait instantanément, peut-on sortir du CEFP à n'importe quel moment? Alors c'est une très bonne question aussi, ce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. Alors je sais que c'est une des craintes de nos clients, c'est le côté je suis bloqué, je peux plus rien faire, ça y est, voilà. Même sur les produits où on ne l'est pas, on se rend compte que les clients pensent qu'ils le sont, l'assurance vie, on en parle souvent. Eh bien là non, c'est un compte titre. Donc alors, je le redis encore une fois, on investit sur le long terme. Toutefois, il peut arriver un moment de vie, un événement qui fait qu'on a besoin de liquidité. Eh bien oui, ce produit est liquide et vous pouvez effectuer des rachats partiels, par exemple, où vous êtes crédité instantanément du montant choisi. Mais je le rappelle, je réinsiste lourdement un petit peu, c'est des produits de long terme, donc ça peut arriver qu'on ait besoin, mais on n'ouvre pas un CEFP ou tout autre produit d'investissement pour retirer l'argent 2 mois, 6 mois. On a de l'épargne peut-être liquide avant pour faire ça. Voilà, en théorie, on est censé se construire son épargne de précaution en amont, une épargne liquide qui peut servir, on le dit souvent, pour les coups durs de la vie. Bien sûr. Et ensuite, une fois que cette épargne est constituée, investir sur les marchés. Mais toutefois, en cas de besoin, ce produit est liquide. Bon, question qui est... Il y a des valeurs liquidatives tous les jours. C'est-à-dire que moi, je reçois tous les soirs les entrées et les sorties de façon à ajuster les portefeuilles. Donc,
la liquidité est quotidienne sur ces produits. Tout à fait. Bon ben voilà, on n'est pas bloqué avec le CEFP. Question de Gérard qui complète une de Ronan qui était tombée au moment de l'inscription. Et là aussi, question intéressante, je pense que vous êtes beaucoup à vous la poser. C'est le problème d'avoir une offre trop riche, Andrea, aussi, hein, c'est de votre faute. Hein. J'ai une assurance vie Boursorama en gestion pilotée. Quelle est la différence avec le CEFP? Quel est l'intérêt d'avoir les deux? Et Ronan, quelle est la différence entre le CEFP et le PEA profilé? Nelly, quelle est la différence d'avoir ce compte piloté par rapport à un PEA? D'autant plus, nous dit Nelly, que désormais vous avez innové avec la gestion pilotée et libre dans le PEA. Alors déjà, je viens de vous le dire, le fait est qu'on est sur un compte titre. Donc l'avantage du compte titre, par exemple, par rapport à un PEA, puisque c'est une des questions, c'est que l'univers d'investissement, et Arthur l'a dit tout à l'heure, est extrêmement vaste. On peut aller chercher de l'international, on peut tout faire avec un compte titre, et c'est quand même l'avantage de cette enveloppe-là. Ensuite, je viens de le rappeler, même si ce n'est pas l'objectif, c'est un produit qui est très liquide. Oui. C'est-à-dire qu'on peut en sortir très rapidement, même instantanément, avec une fiscalité très simple. Nos produits sont complémentaires, hein, puisque c'était un peu ça la question. Bien sûr. Chaque enveloppe a son avantage, en fait, et après, ça va dépendre aussi du profil du client. Il y en a qui préféreront le côté transmission de l'assurance vie, d'autres la facilité, l'univers d'investissement. Tout dépend aussi des stratégies d'investissement et de comment on harmonise, en tout cas, on coordonne les unes et les autres. Tout à fait. Question d'Élodie qui doit sans doute penser au PEA quand elle nous dit ça. Le CFP n'est-il pas fiscalisé tant qu'on ne ferme pas le compte? Est-ce qu'on a une fiscalité à la clôture comme au PEA? Alors, au moment du... Alors oui, vous avez la fiscalité effectivement des 30%. Au moment du rachat, vous n'avez pas la fiscalité. Ça se déclare en fait, mais quand vous demandez un rachat de 200 ou 1000 euros sur votre produit, on vous crédite bien le montant que vous avez demandé en rachat. Bon, justement, Lucie qui nous dit quelle est la durée, ça reprend un peu votre question du placement préconisé, y a-t-il un risque de perte au-delà de cette durée de placement? Y a-t-il un risque? Il y a toujours un risque, on l'a dit, on est investi sur les marchés boursiers, donc oui, Lucie, il y a un risque de perte au capital. On le redit toujours, c'est du long terme, on n'investit pas sur 3 mois ou 4 mois sur ce type de profil de gestion. JCC, peut-on passer d'un profil à l'autre, dans quel délai et avec quelles contraintes? Alors oui, c'est une option qui est proposée donc, au sein du produit. Encore une fois, si vous l'avez déjà ouvert, vous pourrez regarder. Il y a un changement de profil de gestion qui est proposé au client. Donc là, ça se fait simplement. On vous indique quel est le mandat sur lequel vous êtes investi. Vous choisissez un autre profil et ça se fait sous 2 à 3 jours ouvrés en général, le temps de sortir de l'un puis de rentrer dans l'autre. Donc plutôt 3, je crois, à peu près. Ouais. Bon. Tony qui nous a posé une question au moment de l'inscription. Pour choisir vos actions ou obligations, sur quoi vous basez-vous? Ah, il veut savoir comment vous bossez, Arthur. Et comment savoir la possibilité de l'évolution de celle-ci? Alors, comment ça marche? Vie ma vie de gérant, tiens. Vie ma vie de gérant, alors... Ça se passe bien. Ça se passe bien. Non, ça se fait en 3 temps. Nous, on appelle ça le macro, valo, momentum. Donc, on regarde dans un premier temps le contexte macroéconomique. Dans un second temps, on va rentrer dans le cœur du réacteur. On va regarder ce qui est cher, ce qui n'est pas cher, pour quelles raisons. Et dans un troisième temps, on va regarder le momentum, c'est-à-dire comment sont positionnés les investisseurs, parce qu'il y a toujours un effet momentum dans les marchés boursiers. Une fois qu'on a fait ces 3 analyses, on va définir des tailles de poche pour chacune des classes d'actifs, pour chacune des géographies. Et ensuite, on va remplir ces poches-là avec les supports qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif. Alors, pour suivre la performance, nous, on met à disposition tous les mois un reporting avec un petit commentaire de gestion, expliquer ce qui s'est passé sur les marchés, expliquer ce qui s'est passé dans le portefeuille. On voit les performances, on voit comment sont exposés les portefeuilles avec les classes d'actifs, à quelle zone géographique, les 10 premières lignes, je crois, les couvertures qui sont éventuellement mises en place également. Et normalement, c'est mis à disposition, je pense. Oui, je complète, effectivement. Il y a trois beaux outils qui vous permettent de suivre tout ça. Un, quand vous avez votre CFP qui est ouvert, vous voyez la valorisation du coup du profil. Vous avez même le détail des composantes de chaque profil au sein de votre espace client. Effectivement, comme le disait Arthur, il y a un rapport de gestion qui est fourni par Odo, qui vous est transmis et qui est dans la partie mes documents de l'espace client Boursorama. Et ensuite, on a un troisième outil dont on parle aussi souvent, c'est le portail d'information boursorama.com. Je sais qu'il vous est cher, Laurent. Et donc, ces 4 profils sont disponibles sur le portail. Il s'appelle Pilotage Sélection Défensive, Pilotage Sélection Équilibre. Vous la trouvez depuis la petite loupe, le petit moteur de recherche globale du portail. Et vous pouvez retrouver aussi d'autres informations depuis le portail d'information. Bon ben voilà, très clair. On a eu aussi pas mal de questions sur le côté durable de l'investissement qu'on peut finalement synthétiser avec cette question d'Emmanuel. Quelles preuves
aurons-nous sur le côté durable du profil offensif? Plusieurs articles sur le côté durable, et ISR dénonce avant tout un effet d'annonce des acteurs sur ces placements éloignés de ces belles intentions. Le fameux greenwashing. Eh bien oui, est-ce qu'on n'est pas en plein greenwashing, Arthur, et Alors, tout ça? on a, nous, essayé de suivre un label, c'est-à-dire quelque chose qui parle à tout le monde, quelque chose qui est reconnu, donc qui est le tampon du ministère de l'économie, et donc de suivre ce label ISR. Le prospectus de gestion nous impose, c'est pas forcément une contrainte, on ne peut pas voir ça comme une contrainte, mais nous oblige à avoir 90% au minimum de nos encours qui disposent du label ISR, ce qui fait de nous un label ISR. Alors, ces contraintes, elles sont suivies par moi, elles sont appliquées par moi. J'ai moi derrière un contrôle des risques qui est derrière moi et qui regarde en permanence si je suis bien cette règle-là précisément. Et pour avoir ce label, il y a tout un processus d'audit et on est audité par un auditeur indépendant qui regarde si je suis bien les contraintes, si mon contrôle des risques vérifie bien que moi je suis les contraintes. Que tout le monde fait le boulot correctement. Que tout le monde fait son boulot correctement. Et on peut dire aussi que le label ISR en lui-même, il évolue, le cahier des charges évolue, se durcit, évolue aussi à travers le temps. Il vit, et bien sûr, il vit et c'est quand même un standard de place. Ouais. Question de RBST, complément à la question de JCC. Certes, on peut passer d'un profil à l'autre, mais quels sont les frais? Zéro? Pour passer d'un profil à l'autre? Oui. Mais zéro, mon capitaine. Ouais. Pas de frais, voilà, pas de frais. Question simple, réponse simple. Michel, existe-t-il, question au moment de l'inscription, existe-t-il un profil dans le CEFP distribuant des dividendes pour un complément de retraite, nous dit Michel? Non. Non. Non, c'est uniquement des parts capitalisantes. Donc le résultat est capitalisé dans le fonds et il n'y a pas de détachement de dividendes et ça ne donne pas lieu à de paiement de dividendes. Bon, il faut racheter pour avoir de la liquidité. Oui, d'accord. Question de Jean-Bernard aussi, posée au moment de l'inscription. Pourquoi ne pas sécuriser les gains automatiquement, toutes les tranches de 5% par exemple? Alors ça, Moi, j'aime bien cette idée. Il ne faut pas voir ces produits comme un fonds structuré. C'est vraiment un fonds ouvert. Et ça nous oblige, nous, à traiter tous les porteurs de façon équitable. Donc, je peux donner un exemple. C'est, admettons que nous sommes le 1er mars, j'ai fait 4,99%. Un ou une cliente rentre dans le produit, je passe les 5 le lendemain, je ne peux pas désinvestir le portefeuille parce que je ne respecte pas la promesse pour ce dernier porteur. Ce dernier client qui vient de rentrer. Voilà. Donc, il faut vraiment voir ce portefeuille comme dans ces fonds, un investissement à long terme. Alors, il faut accepter la volatilité qui va avec, malheureusement. Mais notre métier, c'est aussi d'essayer de naviguer au mieux dans les différentes conditions de marché, essayer de s'exposer quand il faut et de ne pas l'être quand il ne faut pas. Et on l'a dit, au sein de la gestion de son patrimoine, c'est une des solutions aussi de ces stratégies d'investissement qui entrent en complément d'autres produits. Sad nous dit, une fois que j'ouvre un CEFP, comment faut-il faire pour choisir les meilleurs supports? Car j'en vois tellement et je ne sais pas lesquels choisir parmi. Alors, il nous cite différents noms de fonds. Théoriquement, on n'a pas... Ou alors, il y a peut-être une petite confusion, non? Oui, c'est ça, je pense. On l'a vu tout à l'heure, il y a 4 profils. On vous recommande un des profils à la souscription, vous pouvez en choisir un autre. Changer, on l'a vu aussi avec la question précédente, quand bon vous le semble, 2 profils en cours de route. Là, je pense qu'il y a peut-être une confusion avec le compte-titre classique. Oui, ou peut-être une assurance en gestion libre, éventuellement. Peut-être, éventuellement. Là, non, c'est un univers fermé, parce qu'il y a les 4 profils. On ne peut pas souscrire autre chose dans CEFP que les 4 profils dont on parle depuis tout à l'heure. Donc ça, au pire, vous regardez le replay, vous regardez la petite vidéo d'Andrea qui montre le pas à pas, et théoriquement, vous devriez arriver sur les 4 profils. Gérard nous dit, quelle protection du capital en cas de conflit ou de guerre? On aime bien revenir sur cette notion de risque parce que bien sûr c'est important. Voilà, les gens, les épargnants veulent des solutions dans lesquelles leur capital est protégé. Après, il faut rappeler quelques basiques, j'ai envie de dire, Arthur. C'est toujours un peu la même chose. Il y a un risque de perte en capital. C'est aussi à nous de bien voir les événements qui arrivent quand ils sont prévisibles. Après, prévoir l'imprévisible, c'est toujours beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. Non, mais vraiment, notre métier, c'est essayer de naviguer au mieux dans le contexte de marché, essayer de s'adapter. On a tout de même, avec ces produits, la capacité vraiment de piloter le risque un petit peu plus finement. Je parlais des dérivés tout à l'heure, donc on peut venir couvrir avec des futurs, donc c'est des produits un peu plus complexes, mais qui permettent vraiment de venir faire baisser le niveau de risque comme on le souhaite. Et il y a aussi la possibilité de faire des options. Alors ça, c'est des choses qu'on utilise de temps en temps quand on juge que c'est opportun. Il faut voir ça comme une assurance.
Une assurance, c'est un coût. Et donc, quand on considère que la prime à payer nous sommes correctement correcte, on peut se positionner sur ce type d'assurance. Et alors, pour être concret, hein, on a mis par exemple des options avant le Covid. Jamais on aurait imaginé qu'on allait se faire exercer sur ces options-là, mais c'est vrai qu'on commençait à avoir des tensions. On l'a fait. Alors, pas assez, parce que ça s'est complètement écroulé, donc on n'a pas mis assez a posteriori. Mais c'était déjà ça, on peut dire. Et ça nous a permis de pouvoir remettre du risque une fois que les conditions le permettaient, parce que finalement, on avait amorti un peu le choc à ce moment. Puis je vais réinsister, hein, c'est pas l'épargne de précaution via des livrets réglementés ou l'investissement sur les marchés, c'est l'épargne de précaution via les livrets ou d'autres supports, puis l'investissement sur les marchés. Parce qu'on parle effectivement de protection. Il existe des livrets pour ça, avec une épargne qui est vraiment réglementée, avec un taux, quelque chose où il n'y a pas de risque, entre guillemets. Il y a des produits pour ça, voilà. Donc c'est d'abord ça, puis ensuite, on investit sur les marchés. On emporte du risque, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Cédric nous demande à quel moment perçoit-on les plus-values, à quel moment sont prélevés les frais de gestion? Alors, les frais de gestion... Alors, les frais de gestion, ils sont prélevés. Alors, les performances que je vous ai données, c'est vraiment net de frais de gestion. Oui, c'est bien de le rappeler. Tous les fonds sont déposés chez un dépositaire avec un valorisateur qui fait la valorisation tous les jours. Et tous les jours, il y a 1% divisé par 365 qui est prélevé au fond. D'accord. Et donc, en fait, les frais de gestion sont prélevés au fil de l'eau. Et puis, les plus-values, on l'a vu, hein, c'est un produit qui est valorisé quotidiennement. Arthur l'a redit tout à l'heure. Tous les jours, il y a une valorisation qui est publiée, que vous voyez d'ailleurs sur l'espace client. Donc la plus-value, elle est dans la valorisation du fonds, tout comme les frais d'ailleurs en fait. Hervé nous dit quel est l'indice de référence de l'option offensive durable? Alors c'est 90% MSCI World et le reste en Ester, qui est le cash européen. D'accord, ben voilà, très clair. Est-ce qu'on a encore des questions en régie? Et on a fait 50 minutes de webinaire, est-ce qu'on a encore quelques questions à prendre? Et ben voilà, je crois qu'on a fait l'essentiel des questions ce soir. C'est la fin de ce webinaire. Merci, messieurs, d'avoir expliqué pour nous de façon pratique, concrète, les caractéristiques, le fonctionnement du CFP, puis d'avoir fêté ses 10 ans. Merci, messieurs. Merci Laurent. Et voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si vous n'avez pas pu tout voir, eh bien, pas d'inquiétude, le replay sera en ligne d'ici quelques jours sur votre espace client. Et puis, on me hurle dans l'oreillette, dans la régie, qu'il y a bien sûr un petit questionnaire de satisfaction à l'issue de ce webinaire. Après le générique, restez encore quelques minutes avec nous. Très bonne soirée et à bientôt.